La cabine du vol international était calme et fraîche, remplie de musique douce, de murmures de conversation et de tintements occasionnels d'un verre. C'était un vol Moscou-Ouagadougou. La classe affaires était presque pleine, principalement avec des dirigeants d'entreprises, des consultants et du personnel d'ONG se rendant au Burkina Faso. Au siège 3A, un homme d'affaires français nommé Charles Duhon s'est adossé au dossier de sa chaise, parcourant ses emails sur sa tablette élégante. Au milieu de la quarantaine, il portait des chaussures cirées, un costume impeccable, une montre en argent et un air d'ennui permanent. Il était en route pour inspecter un projet minier dans lequel son entreprise avait investi. Rien de nouveau, juste un autre voyage sur le terrain. Quelques instants plus tard, un homme est entré dans la cabine, vêtu d'un simple pantalon, d'une veste ample et de sandales. Il n'avait ni assistant, ni porte-documents, ni rien de créateur, juste une expression calme et de la poussière toujours accrochée au bord de ses vêtements. Cet homme était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Mais personne dans la cabine ne l'a remarqué. C'est ainsi que Traoré aimait voyager. Tranquille, discret, sans titre, sans attention. Il fit un signe de tête poli à l'équipage et aux passagers alors qu'il se dirigeait vers le siège 3B, juste à côté de Charles. Charles leva les yeux une fois, fit un bref signe de tête et revint à son écran. Mais au moment où Traoré s'est assis et a plié sa veste sur ses genoux, Charles a froncé le nez et a regardé à nouveau, plus longtemps cette fois. Il remarqua les sandales, les mains sèches, les vêtements civils. Il se pencha vers l'agent de bord et murmura « Excusez-moi, y a-t-il une chance que je puisse changer de siège ?» Le préposé avait l'air confus. « Quelque chose ne va pas avec votre siège, monsieur ?» Elle a demandé. Charles jeta un coup d'œil à Traoré et marmonna « Je préfère juste m'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. Ne vous offensez pas. » Le préposé haussa un sourcil. « Je suis désolé, monsieur, nous sommes complets en classe affaires. » Charles soupira lourdement et se rassit, visiblement ennuyé. « Incroyable, marmonna-t-il en français. Vous payez autant et il vous place à côté de n'importe qui. » Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que n'importe qui était le chef du pays vers lequel il volait. Et au moment où l'avion atterrirait, il regretterait chaque mot. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, Charles Duhon devint visiblement mal à l'aise. Il a jeté plusieurs regards vers Ibrahim Traoré, fronçant les sourcils devant sa présence calme et tranquille. Traoré n'a pas dit grand-chose, il resta simplement assis, regardant par la fenêtre, ses mains légèrement posées sur ses genoux. Charles bougea sur son siège, souffla dramatiquement et commença à parler fort dans l'application de notes de son téléphone, faisant semblant d'enregistrer des mémos. « Nous aurons besoin de plus de contrôle sur le terrain au Burkina Faso, » a-t-il déclaré à voix haute, s'assurant que l'homme à côté de lui pouvait entendre. « Les locaux sont imprévisibles. Nous avons besoin de contrats plus serrés. Ils ne comprennent pas la structure. » Il s'arrêta, jetant un coup d'œil de côté. Traoré n'a pas réagi. Puis Charles se pencha à nouveau vers l'hôtesse de l'air. Toujours pas de siège vide. Elle secoua poliment la tête. Charles se força à rire. « Je suppose que je vais devoir survivre aux côtés du chef du village, » a-t-il déclaré en français, sans savoir que le passager à côté de lui comprenait chaque mot. Un autre passager de l'autre côté de l'allée a jeté un coup d'œil, les sourcils levés. Quelque chose ne tournait pas rond. Bientôt, le dîner fut servi. Charles prit rapidement son plateau et commença à manger, sans même offrir un « bon appétit » poli. Il a demandé du champagne et a commencé à parler davantage, cette fois avec l'homme à sa gauche de l'autre côté de l'allée, un ingénieur français. « Les gens là-bas, » dit Charles avec un geste subtil, « sont naïfs. Vous leur offrez un dispensaire, une pompe à eau, ils cèdent des terres sans réfléchir. Mais ces nouveaux dirigeants, ceux-là comme au Burkina Faso, ils sont dangereux, trop de fierté, pas de sens des affaires. » L'ingénieur n'a pas répondu. Il était trop occupé à regarder l'homme que Charles venait d'insulter. Cet homme coupait tranquillement son pain, toujours sans rien dire, toujours en train de regarder, toujours en attendant. À un moment donné, le préposé est revenu et a proposé à boire à Traoré. Il sourit doucement et dit « Juste de l'eau, s'il te plaît. » Sa voix était chaude, grave, un ton qui exprimait l'autorité sans force. L'ingénieur français d'en face se raidit.
Il reconnut la voix. Il l'avait déjà entendue à la télévision, dans des interviews, dans des discours. Son visage est devenu pâle. Il se pencha vers Charles et murmura quelque chose. Charles fronça les sourcils. « Quoi » il a demandé. L'homme murmura encore, plus clairement cette fois. « C'est le président Ibrahim Traoré. » Charles se figea. Pour la première fois depuis le décollage, il se tourna complètement vers l'homme à côté de lui. Et le président Traoré a finalement regardé en arrière. Pendant quelques secondes, Charles Drouin resta figé, le souffle coupé, les yeux rivés sur l'homme qu'il avait passé les 2 dernières heures à rabaisser, tranquillement, avec arrogance, pensant qu'il n'était qu'un pauvre voyageur africain mal placé. Mais maintenant qu'il voyait pleinement le visage de Traoré, il savait qu'il l'avait vu dans des reportages internationaux, lors de visites d'État et dans les négociations minières auxquelles sa société était impliquée. Ce n'était pas un chef de village, ce n'était personne, c'était le président du Burkina Faso. Charles essaya de se forcer à sourire. « Monsieur le Président, je ne savais pas, » balbutia-t-il. Traoré pencha légèrement la tête, son expression calme, illisible. « Tu n'as pas demandé, » dit-il doucement. Charles ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait aucune excuse. Le souvenir de ces paroles résonnait dans son esprit. Les habitants sont imprévisibles. Ils ne comprennent pas la structure. Chef de village, n'importe qui. L'humiliation n'était pas seulement dans ses paroles, c'était dans la façon dont il s'était comporté, dans son droit, dans le ton fort, dans l'hypothèse que le pouvoir venait avec les costumes et le champagne. L'hôtesse de l'air, qui se tenait désormais à proximité, s'en était également rendu compte. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle laissa tomber son plateau, renversant presque son café. « Monsieur le Président, » balbutia-t-elle, « s'il vous plaît, pardonnez. Nous n'en avions aucune idée. » Mais Traoré leva doucement la main. « Pas besoin de changer votre comportement maintenant. Je suis venu ici en tant qu'homme normal et vous m'avez traité exactement comme vous traitez les hommes normaux. » Le silence envahit la cabine de la classe affaires. Les autres passagers, désormais pleinement conscients de ce qui se passait, regardaient avec un silence silencieux. L'un d'eux a chuchoté « C'est lui ». Un autre a déclaré « Je n'ai jamais vu un président voyager seul comme ça. » Charles déglutit difficilement. Il se pencha en avant, essayant de reprendre le contrôle. « Monsieur le Président, si j'ai dit quelque chose d'offensant, ce n'était que des paroles d'affaires, rien de personnel. » Traoré se tourna vers la fenêtre. Puis il dit quelque chose qui glaça Charles plus que n'importe quel cri aurait pu l'avoir fait. « Tout est personnel quand on oublie que le pouvoir ne nous appartient pas. On l'emprunte juste pour un temps. » Et sur ce, il se renversa sur son siège, ferma les yeux et se reposa comme si la conversation était déjà terminée. Mais pour Charles, cela ne faisait que commencer, car lorsqu'ils débarquèrent à Ouagadougou, les choses ne se passeraient pas tranquillement. Alors que l'avion entamait sa descente vers Ouagadougou, la tension envahissait la cabine, notamment au siège 3A, où Charles Drouin était assis raide, pâle et en sueur. Son confort en classe affaires ressemblait désormais davantage à une salle d'audience, et l'homme calme à côté de lui, autrefois ignoré, moqué et renvoyé, était sur le point de descendre de l'avion en tant que chef d'État. L'hôtesse de l'air, désormais nerveuse et trop polie, revenait sans cesse vers Traoré, lui proposait du jus, vérifiait si son siège était confortable, l'appelait « Monsieur » chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Mais Traoré répondait à chaque fois par un simple hochement de tête et un doux « merci ». Aucune plainte, aucun ordre, juste de la dignité. Charles essaya encore une fois. « Monsieur le Président, j'espère sincèrement que nous pourrons parler, peut-être clarifier les choses. Je représente un projet majeur dans votre pays, » a-t-il déclaré. Traoré le regardait calmement. « Vous avez déjà parlé fort dans l'avion, au mauvais public. » Charles baissa les yeux, la honte lui brûlant le visage. Alors que l'avion atterrissait, les passagers entendirent une douce annonce du capitaine. « Mesdames et messieurs, bienvenue à Ouagadougou. Nous avons l'honneur aujourd'hui de transporter un invité spécial. Veuillez rester assis. » C'est à ce moment-là que le reste des passagers a été touché. Ce n'était pas seulement un politicien, c'était le président.
Certains haletèrent, certains applaudissaient doucement. Charles s'enfonça plus profondément dans son siège. Depuis la fenêtre, un cortège de voitures était visible sur la piste, des SUV noirs, des drapeaux burkinabés, des gardes présidentiels en uniforme dressés debout au soleil. L'avion n'a même pas roulé jusqu'au terminal. Au lieu de cela, il a été accueilli directement sur le tarmac par un tapis rouge et des soldats saluants. La porte s'ouvrit. Le président Ibrahim Traoré se leva, ajusta sa veste et se tourna vers Charles. « La prochaine fois que vous entrerez dans le pays d'un autre, dit-il doucement, asseyez-vous avec respect, pas au-dessus. » Puis, il est descendu de l'avion. Un officier militaire a salué et Traoré l'a rendu. Les caméras ont flashé. Les ministres se sont précipités. Les chaînes de télévision nationales retransmettaient l'arrivée en direct. Et Charles? Il se tenait à la porte de la cabine, jetant un coup d'œil dehors, réalisant qu'il n'était plus seulement un homme d'affaires. Il était le visage du manque de respect du public, et bientôt un symbole de honte. Dès que le président Ibrahim Traoré est descendu de l'avion, le ton de l'arrivée a changé. Le tapis rouge s'est déroulé devant lui. Les ministres formaient une file ordonnée, saluant. Les caméras de télévision suivaient chacun de ses pas. Il a souri et a salué doucement la foule comme si rien d'inhabituel ne s'était produit pendant le vol. Mais pour Charles Dhuon, toujours debout, maladroit, à la porte de l'avion, tout avait changé. Il n'a pas quitté l'avion avec fierté ou confiance. Il a attendu que Traoré soit hors de vue, espérant qu'aucune caméra ne l'attraperait. Mais il était trop tard. Une vidéo divulguée, filmée discrètement par un autre passager, était déjà devenue virale, montrant Charles chuchotant des insultes, se plaignant des habitants et demandant de changer de siège à l'homme en sandales. Cet homme avait maintenant été révélé au monde comme étant le président du pays vers lequel il volait. En quelques heures, les gros titres se sont répandus sur les réseaux sociaux et les sites d'information. L'exécutif français insulte le président Traoré en plein vol, le regrette à l'atterrissage. Un homme d'affaires demande à changer de siège pour un passager africain, mais il s'avère que c'était le président. Ibrahim Traoré répond au manque de respect sans dire un mot. Le continent tout entier applaudit. Dans l'entreprise française pour laquelle Charles travaillait, le PDG a convoqué une réunion d'urgence. Nous venons de perdre un accord majeur en Afrique de l'Ouest à cause de l'ego d'un seul homme, a fait écho la salle du conseil d'administration. La pression publique s'est accrue. Traoré n'avait même pas fait de déclaration, et il n'en avait pas besoin. Les gens parlaient pour lui. Dans les rues de Ouagadougou, les gens applaudissaient. Certains brandissaient des pancartes manuscrites disant « Vous ne pouvez pas faire honte à un homme humble ». Il marchait avec de la poussière. Il est reparti avec honneur. Les étudiants universitaires ont débattu de l'événement en classe. L'un d'eux a déclaré « Il n'a pas crié, il n'a pas menacé, il a simplement existé ». Et c'était suffisant pour les dénoncer. Traoré lui-même s'est rendu directement de l'aéroport au chantier de construction d'un hôpital local. Pas d'interview, pas de conférence de presse. Interrogé sur l'incident, il a souri et a déclaré « Mon siège était à côté d'un homme. Ce qu'il a vu à côté de lui est son propre problème. » Mais en arrière-plan, les politiques évoluaient. Le contrat minier que la société de Charles espérait renouveler a été suspendu pour révision. La prochaine réunion prévue avec leur conseil d'administration et les ministres du gouvernement a été reportée sine die. L'homme discret assis au siège 3B n'avait pas dit grand-chose, mais le Burkina Faso avait tout entendu. Des semaines se sont écoulées depuis le vol, mais l'histoire n'a jamais cessé de résonner. Il ne s'agissait plus seulement d'un homme grossier dans un avion. C'était devenu quelque chose de plus profond, un symbole de jusqu'où la dignité peut mener une nation, même lorsque le monde s'attend au silence. Au cœur de Ouagadougou, des peintures murales sont apparues sur les murs de la ville. Un tableau représentait un homme en sandales assis calmement à côté d'une silhouette en costume détournant le regard. En dessous, une légende en gras disait « Il a demandé à déplacer les sièges, mais l'histoire l'a déplacé à la place. » Dans les salles de classe, les enseignants ont utilisé l'histoire comme une leçon, non seulement sur le pouvoir, mais aussi sur l'humilité,
la perception et ce que signifie diriger sans fierté. Les enfants ont mémorisé une phrase simple de la réponse du président. « Mon siège était à côté d'un homme. Ce qu'il a vu à côté de lui est son propre problème. » En France, l'entreprise de Charles Douan a tenté de limiter les dégâts. Communiqués de presse, excuses, rencontres avec des consultants africains. Mais il était clair que le mal était déjà fait. Les contrats ont été discrètement retirés. Les portes autrefois grandes ouvertes en Afrique de l'Ouest sont désormais fermées, ou du moins attendent à la frontière. Et qu'en est-il du président Traoré? Il a continué son travail sans plus jamais évoquer le vol. Il a ouvert une nouvelle université dans le Nord. Il a visité un village touché par les inondations. Il a parlé aux agriculteurs de l'irrigation sans jamais porter de costume, sans jamais chercher à applaudir. Mais dans chaque pièce où il entrait, il régnait un nouveau type de silence, non pas le silence de la peur, mais le silence du respect. Lors d'une réunion, un ancien s'est approché de lui et lui a dit « Monsieur le Président, vous nous avez appris quelque chose sur ce vol. » Traoré sourit gentiment. « Qu'est-ce que j'ai enseigné ?» Le vieil homme répondit « Ce véritable pouvoir n'a pas besoin de titre. Parfois, il porte la poussière et porte le silence. Mais lorsqu'il est debout, le monde ajuste sa posture. » Cette nuit-là, de retour à la résidence présidentielle, Traoré était assis seul dans son bureau, feuilletant des documents. Il fouilla dans un dossier et en sortit une carte d'embarquement imprimée, siège 3B, froissé et usé. Il a souri et l'a placé dans un tiroir, le fermant à clé, non pas comme un trophée, mais pour rappeler que le monde juge toujours par les vêtements et la couleur, et que parfois la chose la plus puissante qu'un homme puisse faire est de s'asseoir en silence et de laisser sa présence parler. Cette version adhère aux règles de grammaire anglaise américaine, avec une ponctuation, une majuscule et des sauts de paragraphes appropriés. Le texte est divisé en Introduction, Core et Conclusion, et les orodatages ont été supprimés comme demandé. L'histoire du vol de Moscou à Ouagadougou, où un homme d'affaires français, Charles Douan, a manqué de respect au président Ibrahim Traoré, est une leçon profonde sur l'humilité, le respect et la perception. Ce récit m'a profondément touché par la manière dont il expose les préjugés et l'arrogance qui peuvent aveugler même les plus éduqués. Charles, avec son costume impeccable et sa montre en argent, incarne une attitude de supériorité, jugeant Traoré sur son apparence modeste, sandales, vêtements simples, sans signes extérieurs de richesse. Cette erreur révèle une vérité universelle. L'habit ne fait pas le moine. Traoré, en restant calme et digne, a transformé une insulte en une leçon mondiale sur la véritable essence du pouvoir. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la retenue de Traoré. Face aux remarques méprisantes, il n'a pas réagi avec colère ni vengeance. Au lieu de cela, il a laissé ses actions et sa présence parler. Sa phrase « Tout est personnel quand vous oubliez que le pouvoir ne vous appartient pas » résonne comme un rappel que le pouvoir véritable réside dans l'humilité et la responsabilité, non dans les titres ou les apparences. Cette attitude contraste fortement avec l'arrogance de Charles, qui a payé un prix élevé, non seulement personnel, mais aussi professionnel, avec la suspension des contrats de son entreprise. Pour ma vie quotidienne, cette histoire m'enseigne plusieurs leçons. D'abord, je dois m'efforcer de ne pas juger les gens sur leur apparence ou leur statut. Chaque personne mérite le respect, qu'elle porte un costume ou des sandales. Ensuite, l'humilité est une force. Comme Traoré, je veux apprendre à répondre aux provocations avec calme et dignité, en laissant mes actions refléter mes valeurs. Enfin, je réalise l'importance de l'écoute et de la curiosité. Si Charles avait simplement engagé une conversation avec Traoré, il aurait évité l'humiliation. Appliquer ces leçons signifie être plus attentif dans mes interactions, poser des questions, plutôt que de supposer, et cultiver une attitude d'ouverture, que ce soit au travail, avec des collègues ou dans la vie sociale. Je veux m'inspirer de Traoré pour traiter chacun avec équité et respect, sans préjugés. Cette histoire est une inspiration pour nous tous. Elle nous rappelle que le respect et l'humilité peuvent changer la façon dont le monde nous perçoit. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur cette leçon de vie.
Ensemble, faisons passer ce message de dignité et de respect à travers le monde.